Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette première édition du festival Déraillez-vous et pour cette première conférence qui est la première de l'association sur les épopées ferroviaires. J'ai ajouté. Hop. Donc, comme disait Joseph Kessel, les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues. C'est vraiment ce qu'on voulait traduire à travers cette conférence, vous faire voyager, vous faire questionner également et vous faire découvrir de nouveaux horizons. On sait aussi que la Commission européenne a lancé le Connecting Europe Express, qui est un train qui traversera l'Europe entière et tous les pays européens et qui terminera sa course le 7 octobre prochain à Paris, à Paris même. On sait également que les trains de nuit sont progressivement relancés. Donc on sent cette émulsion en fait, qui se relance malgré le Covid à travers toute l'Europe. Il y a un peu cette envie un peu énergisante de se re-questionner sur la nouvelle façon de voyager, de manière plus économe certes, mais aussi de prendre le temps et prendre ce plaisir qu'on ne prenait plus auparavant, tout en étant concentré peut-être plus sur la destination que sur le voyage en lui-même. Pour bien commencer, donc nous avons deux intervenants aujourd'hui. Voilà, parce que nous avons décidé d'articuler ces épopées ferroviaires en deux temps. Le premier temps, donc, ce sera les témoignages de Barthélemy Loulastan, qui est un Wattman, et de David Medioni sur leurs épopées ferroviaires. Et puis, en deuxième partie, on aura la chance, la joie de la venue de François Schutten, qui est dessinateur. Pour ceux qui connaissent sa bande dessinée qui s'appelle La Douce, qui est l'histoire d'une locomotive à vapeur du 19e siècle, et qui est aussi scénographe. C'est lui qui a transformé la station de métro Arts et Métiers en Nautilus. Et il est aussi le scénographe du musée du train qui est à Bruxelles, qui est Train World. Donc voilà. Mais avant de commencer, de rentrer dans cette épopée ferroviaire, vous avez prévu un petit quiz, un icebreaker un peu pour vous, en vous demandant de reconnaître les différents trains. Donc j'ai eu quatre exemples un peu classiques pour les premières éditions. Sauriez-vous reconnaître le train avec la photo A, à votre avis? Ah, pardon. Merci. Hop. Je vais me lever pour le montrer. À votre avis, c'est... Oui, bien sûr entendu, c'est l'Orient Express. On peut le remarquer, notamment en fait, avec les destinations très exotiques, parce qu'à l'époque, et tu me compléteras, Sandrine, il descendait jusqu'à Bagdad, destination complètement éloignée. Aujourd'hui, on n'aurait jamais pensé en fait, qu'un train puisse descendre jusqu'à ces contrées. En fait, donc, le train Orient Express allait jusqu'à Istanbul, et après, dans les années 30, à partir du Taurus Express, vous pouviez aller jusqu'à Bagdad, Damas, Beyrouth. Il y avait des connexions vers Téhéran et vers Le Caire, et vous passez par Mossoul. Et en parlant de Bagdad, il y a un article qui vient de sortir dans La Vie du Rail, puisque les trains en Irak sont relancés, ce qui est quand même une nouvelle assez extraordinaire. La Vie du Rail qui est présente sur les quais. En même temps. Seconde photo, la photo B. Est-ce que certains... Ouais. Le transsibérien, qui est un peu... Mais Paris-Moscou également, on peut le reconnaître avec les mêmes couleurs. Barthélemy nous en parlera puisqu'il a emprunté les deux trains tout à l'heure. On l'a choisi parce qu'on a souvent dans notre imaginaire aussi l'ancien transsibérien, on s'imaginait petit en lisant des livres avec la machine à vapeur qui traverse en fait, les grands espaces, alors que maintenant il est un peu plus modernisé. Effectivement, c'est bien le transsibérien. La photo C. Ouais, le train jaune. Le beau train jaune Canary qui traverse en fait... Nos super contrées, il y a des très belles photos qu'on peut prendre en fait, et en plus on peut circuler à l'air libre, c'est ce qui est vraiment un luxe par rapport à certains trains. Et la dernière photo, la photo D, un peu plus triste. C'est ça, c'est le RER, puisque comme on dit le RER B ou D, enfin n'importe lequel, c'est une épopée ferroviaire à lui tout seul, surtout le lundi et vendredi. Donc vous avez choisi. Bon super, merci beaucoup. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Bart. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, avant de rentrer dans ta super aventure, te présenter qui tu es, que fais-tu Ok, donc je m'appelle Barthélemy, j'ai 35 ans, je suis menuisier, prêtre, écrivain voyageur aussi, mais ça je l'assume pas du tout. Ok.
Bon, on va commencer. Et David, David. n'hésitez pas à participer également si vous le souhaitez. Alors là, on va rentrer un peu dans le sujet. Donc là, on a compilé un peu tes trajets, donc d'Arcachon jusqu'à Tokyo. Pourquoi ce trajet? D'où est venue cette idée d'aller jusqu'à Tokyo en train? C'était une idée comme ça, c'était planifié, c'était depuis longtemps, tu as vécu des expériences diverses et variées, ou un matin tu t'es levé, tu te dis bon, pourquoi pas? En fait, moi, un jour, j'ai pris un train à Madagascar qui m'a rendu amoureux des trains. Une expérience fantastique. Et depuis, dès que je peux prendre un train, et surtout un train lent, je me lance dedans. Et il se trouve qu'en 2017, j'ai été envoyé au Japon. Et l'idée, c'était vraiment d'aller habiter au Japon, d'aller adopter cette culture, se faire adopter par le pays. Et je me suis dit qu'aller en avion, c'était trop rapide. J'ai beaucoup pris l'avion, beaucoup trop. Et l'avion, je le prends un peu comme le métro. Alors prendre le temps d'arriver au Japon, d'expérimenter la distance, puis de marquer une coupure entre ma vie en France et ma vie au Japon, c'était assez important pour moi. Et si en plus c'était l'occasion d'y aller en train et de monter dans le transsibérien, je pouvais pas passer à côté du truc. Ok, donc un voyage simple, un aller simple en quelque sorte, c'est pour ça que tu dis autant prendre le temps d'y aller, de toute manière je n'y reviendrai pas de suite. Et tu l'as planifié, t'as pris combien de temps pour planifier ce trajet? Entre le moment où j'ai décidé de partir en train et le moment où je suis parti, il s'est peut-être passé 1 an. C'est un peu stressant comme voyage à préparer au tout début parce que d'abord on n'est pas très sûr de soi. Moi j'avais un temps très limité. Je devais partir le 18 septembre et arriver avant le 1er octobre. Donc j'avais 12 jours, je n'étais pas sûr d'y arriver dans ce temps-là. Finalement si, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de frontières à passer et elles ne sont pas toutes évidentes. À la base, j'avais l'intention de passer par la Chine. Et en fait, pour des questions de visa, la Chine, c'était le dernier visa que je pouvais obtenir. Donc après, il fallait que je les obtienne tous en remontant. Et donc j'avais juste 1 mois, j'étais pas sûr de partir. Du coup, heureusement qu'il y a eu des personnes qui m'ont soutenu en me disant si, vas-y, il faut absolument que tu le fasses, c'est génial. Parce qu'il y a eu quelques petites périodes de découragement. En fait, c'est pas énorme à faire, mais il y a un petit côté, il y a le côté on prend plusieurs trains, on traverse plusieurs pays, donc il y a une incertitude. D'accord, c'est une prise de risque aussi. Et du coup, combien de trains? Parce que tu parlais, combien de trains as-tu pris en fait pour traverser Alors, Arcachon-Bordeaux. Ouais, parce que je suis parti d'un océan pour arriver à l'autre, c'était important pour moi aussi. Arcachon-Bordeaux, Bordeaux-Paris, Paris-Moscou, Moscou-Vladivostok. À Vladivostok, j'ai pris un avion. Non, surtout pas un avion. J'ai pris un bateau. J'ai pris un bateau qui a fait étape en Corée. Donc on va compter le bateau quand même. Ça fait 5 moyens de transport. Plus un train, 2 trains, 3 trains au Japon pour arriver jusqu'à Tokyo. Ça fait 7 trains et un bateau. D'accord, il y a quand même pas mal de trains. Si on rentre un peu plus, alors là on a pris quelques-unes de tes photos. On reconnaît bien la gare d'Arcachon à gauche, ton point de départ favori. C'est ton point de départ, c'était voulu de partir d'Arcachon ou pourquoi pas être parti de Paris qui est une métropole un peu plus... Alors en fait, moi je suis bordelais. Un peu plus développé. Moi, je suis de Bordeaux et l'idée de partir vraiment d'un océan à l'autre était importante pour moi. Alors, je me dis d'où est-ce que je vais partir? Je vais peut-être partir vraiment à pied depuis la plage et puis monter dans un train sur la côte landaise et remonter. Et finalement, je me suis dit Tokyo, c'est une baie, Arcachon, c'est une baie. On fait le lien, on va d'une baie à l'autre, d'un océan à l'autre. L'idée me plaisait pas mal. Et il se trouve qu'en plus, j'ai eu un coup de bol parce que 2 jours avant de partir, j'en parle à un de mes amis d'enfance. Et puis, j'y parle lundi et puis... Bon, je vais faire un aller-retour en train à Arcachon, c'est un peu idiot, mais c'est juste pour le principe. Elle me dit attends, lundi je suis en RTT, je t'amène. Il m'a amené à Arcachon, il avait un petit bateau là-bas, donc je suis vraiment parti de la baie d'Arcachon, de l'île aux oiseaux exactement, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait toute la traversée. À droite, du coup, c'est une gare. Du coup, c'est quelle gare? Elle était où celle-ci? Parce que je vois que tu l'as particulièrement appréciée, cette gare-là. Tu l'as trouvée plutôt jolie. C'est une gare qui ressemble à une gare. En fait, si je me rappelle bien, c'était une gare de métro qui était juste à côté
de la gare d'où part le Transsibérien. Et en fait, vous avez vu la photo du Transsibérien tout à l'heure, il est hyper décevant. Et la gare est tout aussi décevante d'esthétique. On a envie d'une grande marquise, d'un côté un peu, d'un style un peu industriel, de choses comme ça. Pas du tout. Mais en allant, en marchant jusqu'à cette gare, je suis tombé sur celle-là qui avait quand même une vraie gueule de gare, et une vraie gueule de gare russe. Voilà, elle m'a plu. D'accord. Et si on continue un petit peu, donc on voit le Transsibérien ou le Paris-Moscou. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais les deux trains. Au milieu, c'est le Transsibérien. Ouais. C'est le Transsibérien. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu as apprécié dans le Paris-Moscou? Est-ce que ce sont les mêmes trains dans un premier temps? Aux apparences, c'est les mêmes. C'est la même compagnie qui les opère. À l'intérieur, est-ce que c'est la même expérience de voyage? Est-ce que... Non, c'est assez différent. Le Paris-Moscou, c'est un train un peu plus moderne, un peu plus même luxueux, je pense. Et puis c'est un drôle de train. Enfin, ça vient un peu à l'idée de personne de prendre le Paris-Moscou. Il y a beaucoup de Russes qui le prennent. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il n'y a plus que des Russes parce que les Français ne peuvent plus le prendre à cause des frontières avec la Biélorussie. Et moi, j'ai été avec une vieille dame allemande dans ce train-là, qui était hyper sympa, qui m'a nourri pendant tout pendant tout le trajet. Je ne sais même pas s'il y a un wagon-restaurant dans ce train. Le Transsibérien, lui, il sent quand même beaucoup plus la Sibérie profonde. Il fait pas du tout train luxueux. Moi, je l'ai pris en première classe pour plusieurs raisons. On est bien, mais on n'est pas dans le style Orient Express, quoi. C'est un train qui est beaucoup plus simple et qui montre plus de choses par ses fenêtres qu'à l'intérieur du train, sauf peut-être le samovar au fond du couloir, mais c'est pareil, c'est un samovar électrique moche. Et c'est ça qui est d'autant plus fascinant, parce que le Transsibérien, on le met parfois dans notre imaginaire à la hauteur de l'Orient Express, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un train... Alors, en partie, il fait du tourisme ferroviaire, mais pas que. En fait, toute la Russie, la Sibérie l'utilise, même au quotidien. On a l'impression d'être à la fois nulle part, parce qu'on est en pleine Sibérie, des plaines à perte de vue, le désert. Et en même temps, dans le train, c'est une vie bouillonnante, avec de multiples cultures qui se croisent. Donc, il y a 3 classes. Donc, toi, tu es dans la première, un peu plus isolée, mais toutes les autres vivaient. Il y avait un wagon, il y a des wagons-restaurants également. Il y a une vie en quelque sorte, et puis on croisait un petit peu, expérimenter un peu, malgré tout, l'expérience à bord de ce train. Est-ce qu'il y a des petits rituels, des levées, du personnel qui vient à des heures précises ou autres à bord? C'est un train qui a des codes à l'intérieur. C'est vrai que la vie du train est assez rythmée, parce qu'en fait personne ne prend le train d'un bout à l'autre. Je pense que sur cette rame-là, j'étais la seule personne à l'avoir fait. En tout cas, j'ai pas vu les mêmes personnes quand je me baladais un peu sur les gares, dans les gares, sur les quais. J'ai pas vu des personnes du début à la fin. Et les Russes, eux, montent et descendent. Ils passent rarement plus de 12 heures dans le train, de ce que j'ai vu en tout cas. Et en fait, ce qui rythme la vie du train, c'est les arrêts. Donc il y a dans le couloir la liste de tous les arrêts du train avec les heures. Parfois, on a beaucoup de gares très rapprochées, et puis parfois, on a de longues heures, voire une douzaine d'heures sans aucun arrêt. Et ça rythme. Et du coup, ça rythme les rencontres. Moi, du coup, j'étais dans un compartiment avec 2 couchettes. Donc, sur ces laps de temps, je savais si j'allais être seul dans le compartiment, ou si on allait être 2, mais sans savoir qui va monter, comment ça va se passer. Moi, je suis monté qu'avec des Russes, et que des Russes, des causants et des moins causants. Et tout ce rythme en fonction de ces arrêts, et puis de la petite vie qui se développe sur les quais, et notamment plus on s'enfonce dans la Sibérie, plus ça devient exotique parfois. D'accord. Et si on pousse du coup un peu plus loin, on a quelques photos que tu as prises. Et donc là, notamment, tout à l'heure, tu me disais que cette image a été plutôt rare, en fait. Tu l'as prise où et pourquoi la considères-tu rare? En haut au milieu? Celle-ci, tout à gauche. À gauche. Tout à gauche. Ouais. Ça, c'est quelque part en Russie, oui. Je pense. En fait, le transsibérien, les paysages, c'est quand même plutôt des bouleaux. Des boulots. Ce qui est génial avec les boulots, moi j'ai pris le transsibérien en septembre, je recommande, parce qu'on part, c'est l'été, tout est vert, on s'enfonce dans la Sibérie, on vire au jaune, à l'orange, au rouge. Et moi j'ai même eu une journée là où il n'y avait plus de feuilles, enfin, peut-être pas une journée, quelques heures où il n'y avait plus de feuilles sur les arbres. J'étais arrivé jusqu'à l'hiver pour revenir. Donc voilà, mais en dehors de cette variation des couleurs, c'est quand même beaucoup des boulots.
On peut passer à côté de certaines vieilles usines soviétiques délabrées, là où il n'y a plus personne. Et puis de temps en temps, on a quelques maisons. Et cette photo, moi je suis nul en photographie. Surtout dans le train, ça bouge, la vitre n'est jamais tout à fait propre. J'étais assez content de la prendre parce que pour moi, elle respire un peu l'âme russe telle que je me la figure, alors que je la connais pas. Je la connais pas plus que ça, en dehors de quelques lectures. D'accord. Et tu l'as prise du coup également tout à droite, du coup. C'était également une photo que tu as prise avant d'arriver au Japon ou en Asie à peu près. Ouais. J'ai bien compris. On doit pas être très très loin de la côte. On doit pas être très loin de Vladivostok sur cette photo. Et là déjà ça commence. On a de l'eau. Ça c'est génial, l'eau dans le train. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le train souvent quand on est près de la fenêtre, quand on traverse un cours d'eau, on lève le regard. Parce que je pense que ça fait une ouverture, ça laisse passer la lumière et tout d'un coup, ça apporte un peu toujours quelque chose. Et là, ça commence aussi à être vallonné. L'horizon se dégage. Et dans le transsibérien, c'est vrai que les bouleaux, on a du mal à s'en lasser, mais quand il y a un tout petit peu d'ouverture, ça élève. D'accord, une bouffée un peu d'oxygène en quelque sorte dans cette forêt environnante. Tu avais hâte d'arriver à ce moment-là ? Est-ce que tu as senti que le temps passait un peu trop longtemps pour toi, ou comment est-ce qu'on sent au bout d'un moment ? Parce que tu as un trajet de 12 jours, tu as eu plusieurs jours dans une même cabine, dans un même train. Comment est-ce qu'on peut vivre ça un peu à la longue ? Les derniers jours ont été longs. Les derniers jours, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que après, ça dépend des caractères, mais moi plus c'est long, moins j'écris, ce qui est complètement idiot. Et les derniers jours ont été un peu longs, et à la fois c'était ce que je recherchais. Il fallait que ce voyage soit trop long. Il fallait qu'il y ait de l'ennui, parce que l'idée c'était aussi d'arriver au Japon. On est enfin là, quoi. On a enfin rejoint le Japon. Et on est arrivé au bout du voyage. Il faut que le voyage, je pense, soit un peu éprouvant. C'est-à-dire à la fois, on l'éprouve dans notre corps, c'est-à-dire qu'on fait une expérience de la distance. Même si on ne marche pas dans le train, on a quand même une expérience de la distance qui est quand même nettement plus intéressante que dans l'avion. Et il faut que le trajet soit un peu éprouvant, au sens qu'il y a un moment où il faut qu'on en ait marre. Il faut qu'on en ait marre pour être content d'arriver. C'est-à-dire que, je trouve Margot l'a très bien dit tout à l'heure quand elle a présenté Watt, le voyage a vraiment une valeur en soi. Mais il faut faire le voyage aussi pour le voyage. Mais à un moment, il faut aussi qu'il s'arrête, qu'on puisse descendre du train et aller prendre une vraie douche. Et du coup, après, j'imagine, donc tu es descendu du train. Sur les deux images centrales, on est au Japon. Donc tu as pu prendre ta douche, effectivement. Et donc là, pourquoi ces photos ? Tu étais où exactement à ce moment-là ? Tu étais au début de ton voyage ou à la fin de ton voyage ? Là, je dois être dans le Shinkansen, donc dans les 3 dernières heures de mon voyage. Et je pense... Alors, celle du bas, c'est pas le Shinkansen. Celle du bas, c'est vraiment le petit train qui m'a permis de rejoindre les lignes de Shinkansen. Donc, on traverse le Japon d'ouest en est. Et donc là, c'est vraiment un petit train. On est vraiment dans la campagne japonaise. Et la photo du haut, ce qui est intéressant, c'est qu'on est entre Osaka et Tokyo. Donc on est quasiment sur une mégapole ininterrompue. Et puis au milieu de ce trajet, il y a des endroits comme ça où ça sent le Japon traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Ça s'est vraiment pris depuis le wagon du Shinkansen. Et on a la rizière, une maison traditionnelle dans le Shinkansen qui est quand même des gros emblèmes de la modernité japonaise. Donc le contraste qui est très japonais et... Ouais, Chat, il a beaucoup de goût, je trouve. On le ressent. Et on peut pas parler de train sans parler et de train sur plusieurs jours sans parler à la fois l'espace dodo où tu as dormi et puis la nourriture également qui peut être assez important. De gauche à droite, ici, c'était dans quel train ? En haut, c'était le transsibérien ? Alors non, tout en haut à gauche, c'est le Paris-Moscou. D'accord. C'est le Paris-Moscou. Donc là, je venais de faire mon lit. La petite dame allemande avec qui j'étais, qui parlait pas un mot d'anglais, pas un mot de français, elle parlait que allemand, elle parlait que russe et allemand. Non, elle était russe d'ailleurs, elle était pas allemande, elle était russe. Elle venait d'Allemagne, elle parlait que russe et allemand. Et au bout d'un moment, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sorte.
Et en fait, elle s'est mise en pyjama. Après, elle est sortie, je suis rentré, je me suis changé aussi, et puis donc j'ai fait mon lit. Voilà, j'ai pris cette photo à ce moment-là. Et celle à gauche, en dessous, par contre, c'est le transsibérien. C'est le transsibérien. Au moment où j'y suis rentré, voilà, non, il ressemble vraiment pas grand-chose, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cabine, c'est que j'avais la couchette de gauche, et donc j'étais dans le sens inverse de la marche. Et ça, pour regarder par la fenêtre, c'est presque indispensable. C'est le seul truc où on peut vraiment voir les points de paysage filés sans être obligé de tourner la tête dans... Ouais, c'est dans justement tous les important. sens. On le dit souvent, plutôt partir dans le sens inverse de la marche pour ne pas tout le temps avoir un point et les yeux qui défilent, mais plutôt avoir un point fixe en fait qui déroule. C'est très important pour toi d'avoir choisi. Ouais, cette parce que position-là. c'est hyper reposant. Enfin, regarder par la fenêtre dans un train, c'est quand même la plus grosse partie de l'activité. Et le fait d'être en arrière, ça permet juste de laisser le regard suivre les points. Et c'est hyper reposant. Tandis que dans l'autre sens, on ne peut pas se reposer en regardant. Ça va trop vite. Et ouais, j'ai eu une chance incroyable. Et pour terminer aussi, donc côté nourriture, là, tu nous as montré 2 photos, un contraste assez différent, mais j'imagine plutôt bon par ailleurs. En haut, tu étais dans quel train ? Je suis dans le wagon-restaurant du Transsibérien, qui est en fait vachement bien. On mange, c'est rien de très compliqué, mais on mange bien et il y a une ambiance qui est assez sympa. Et j'ai encore un peu le goût de ce repas-là. Voilà, pareil, ça fait pas Orient Express. Finalement, on y est bien. Moi, j'ai rencontré quelques personnes sympas. Et finalement, on mange bien et pas très cher. Et c'est marrant parce que ça, c'est pas marqué dans les guides. Enfin, moi, j'avais lu ça nulle part. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un sac plein de nouilles lyophilisées. Donc, finalement, j'aurais peut-être pu me passer. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on s'imagine souvent mal. On pense que ces trains qui partent très très loin, ils ont une petite restauration, c'est souvent froid, ils s'imaginent pas à manger des plats chauds en plus, c'est plutôt bon et pas cher. En contraste complètement, à droite, c'est quoi ? C'est un bento japonais ? Ouais, comment est-ce qu'on appelle ça ? Les ekiben, les bento de gare. Moi, j'étais arrivé... Là, je suis sur une petite gare et je vois que le train va arriver très vite et je voulais prendre mon bento pour manger un truc. J'avais franchement faim. Et donc, sur les quais de gare, on peut acheter ça très facilement. Donc, moi, je parlais pas japonais, je lisais pas japonais. J'étais vraiment dans la cambrousse. Donc, je prends un truc au pif, je paye à l'arrache avec quelques billets japonais que j'avais. Et je monte avec ça dans le train. Et donc je m'assois au mauvais endroit évidemment. Le contrôleur japonais s'en est rendu compte tout de suite alors qu'il n'avait pas vu mon ticket, mais ça c'est au Japon. Et très gentiment, il m'a accompagné jusqu'à la place là où il savait que je devais être, alors que moi j'en avais aucune idée. Je ne sais pas comment il a fait. Et puis j'ouvre cette boîte, on voit pas trop, mais elle est très jolie, elle est très décorée. J'ouvre cette boîte et je tombe sur ce pique-nique hyper raffiné avec plein de couleurs, plein de goûts différents, mes baguettes. Et là je me dis ça y est, je suis arrivé au Japon. On change, le changement a été quand même assez rapide entre la Russie et le Japon. Et je sais pas, ouais, il y a eu l'arrivée en bateau sur la côte japonaise, un peu incroyable au soleil levant. Et puis ce petit moment dans le train avec mon bento, ouais, c'est... Ce petit déjeuner quasiment de bienvenue en fait au Japon et en fait cette autre culture que tu as découverte en fait après plusieurs jours passés à avoir traversé la Sibérie et tout un continent. Ouais, il y a cette idée de ça y est, on y est quoi. Ouais. Enfin. Et tu me disais, dans le Shinkansen, du coup, vous avez plus de place. L'environnement était complètement différent. C'est-à-dire qu'on a de la place, c'est beaucoup plus calme. D'un côté, c'est complètement différent parce qu'il va aussi beaucoup plus vite. Du coup, est-ce que tu as tout autant le temps d'apprécier en quelque sorte le paysage que tu as pu voir ? Est-ce que la photo tout à l'heure que tu as faite de la maison japonaise, tu l'as tout autant appréciée que la photo du village en Sibérie ? Tu as eu le temps ou c'est plutôt sur l'instant, il fallait vraiment que tu prennes la photo ? C'est une expérience très, très différente. Le Shinkansen, quand on aime les trains, on ne peut pas ne pas aimer le Shinkansen. Mais c'est vrai que moi j'aime les trains lents. Il faut que ce soit lent. Margot nous l'a dit tout à l'heure. Il faut que ce soit lent. Le Shinkansen, il y a un côté... il est hyper agréable comme train. On a vachement de place. Au Japon, on a l'impression que tout est ridicule. Et là, dans le Shinkansen, on peut allonger ses jambes, même mettre sa valise devant, passer devant son voisin sans le déranger.
Enfin, c'est une expérience très confortable et puis tout est bien fichu. On est très clairement au Japon et on longe quand même des paysages magnifiques. Donc même en étant dans le bon sens, comme c'est souvent le cas dans le Shinkansen, on en profite quand même beaucoup. Mais à choisir, moi je préfère un vieux train qui, si possible, qui tangue comme un bateau, comme il y en a encore quelques-uns dans le monde. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et un mot pour la fin, tu nous avais envoyé aussi une vidéo. Alors excusez-moi pour la manipulation un peu scabreuse en fait. Je vais vous la chercher de suite. Hop. C'est celle-ci que tu nous as envoyée. En fait, c'est ta première aventure en train. T'étais où à ce moment-là alors complètement filmé avec toujours avec son appareil mobile. Hein. J'étais jeune. On est en 2008 à Madagascar. Un train qui rejoint Fianarantsoa à Manakar, qui n'existe plus malheureusement. Et moi, c'est ma première expérience en train. On était une dizaine de copains, on y a passé toute la journée, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Et c'était absolument fabuleux. Et à ce moment-là, on avait soudoyé le chauffeur du train pour qu'il nous laisse nous asseoir devant la locomotive. Donc on a les pieds dans le vide. Avec voilà, on a les pieds dans le vide avec un petit garde-corps. Le train va tout doucement et on traverse des territoires dont on a l'impression qu'ils sont vierges de toute présence humaine. Enfin, c'est fabuleux. Et moi, depuis que j'ai pris ce train, je prends tout ce que je peux. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous avez quelques questions pour Bart? Non? Bon. On va faire après. Si je me rappelle bien, le transsibérien tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire celui qui fait vraiment Moscou-Vladivostok, il y en a 2 par semaine dans chaque sens. Si je me rappelle bien, ouais. Après, la plupart du temps, le transsibérien, quand on a du temps ou un peu plus de rationalité que moi, on le prend par petits bouts. Donc le transsibérien, c'est plutôt la ligne, quoi. Et on prend par petits bouts et on tombe un peu sur le train sur lequel on tombe, qui va s'arrêter à plus ou moins de gares. Mais voilà, il faut vraiment être un barjot de train pour décider de le faire d'un coup. Alors maintenant, nous allons revenir sur une épopée ferroviaire plus sur notre territoire, dans notre quotidien, avec David Medioni. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, donc David Medioni, je suis journaliste au départ, j'ai bossé pour différents journaux comme Arrêt sur Image, comme CB News, beaucoup sur les médias. J'ai créé un journal qui s'appelle Ernest, qui est un magazine littéraire en ligne, il y a 4 ans maintenant, et qui essaye de faire dialoguer la littérature avec l'actualité, avec le monde. Et j'ai donc publié Être en train récemment. Exactement, qui était, donc c'est pour ça que vous avez fait venir avec Récits sur des rails. Donc vous avez parlé de vous partager 21 récits et Tic de train. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu partager ces récits et qu'est-ce qu'un tic de train? Alors, le bouquin est né de 2 choses. D'abord, une discussion avec mes enfants qui démarre sur la grande vadrouille qu'on avait vue la veille. Et mon fils me dit « Mais papa, on peut manger dans le train ?» Parce que dans la grande vadrouille, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène où un des aviateurs anglais qui est pourchassé par les Allemands prend le train pour passer en zone libre et puis il se met à table à manger. Et puis à un moment, il fait une erreur et il dit un mot en anglais, donc il est arrêté, le train s'arrête, ainsi de suite. Et ça leur avait pas plu le côté on peut manger dans le train. Et donc je leur raconte l'histoire des trains, du Transsibérien, de l'Orient Express, ainsi de suite. Et ils me disent oui, moi j'aimerais bien prendre le Poudlard Express, donc le train d'Harry Potter. Et en fait j'ai vu ce jour-là dans leurs yeux une espèce de magie, vraiment de beauté de ce que peut être le voyage en train. Et c'est resté en moi comme ça. Et puis quelques jours après, j'ai fait un reportage pour un des journaux pour lequel je travaille. Et je pars en train et je me suis mis à regarder mes compagnons, mes compagnonnes de voyage et à les observer, à écouter un peu ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient. Ouais. Et j'ai fait un petit texte comme ça que j'ai posté sur Instagram. Et il y a eu pas mal de commentaires et j'ai vu qu'au finalement on avait tous une relation magique et une relation très importante au train. Et donc c'est à ce moment-là que
je me suis mis à chaque fois que je prenais le train à écrire des textes et à les garder pour moi, pour les proposer à un éditeur à un autre moment. Voilà. Et comment avez-vous choisi parce que vous avez fait combien de voyages en tout? Pour le livre, j'ai fait 52 voyages. Voilà. Et Ouais. comment avez-vous choisi Les voyages? les voyages que vous avez les récits que vous avez publiés? Alors les récits que j'avais publiés, je les ai divisés en 3. Donc il y a les tics de train, les vies de train et les transports amoureux, parce qu'évidemment dans le train on peut faire des rencontres et des rencontres amoureuses. Et donc j'ai un peu, je me suis dit voilà, il va y avoir donc des vies de train. Donc c'est des scènes soit de bagarre pour savoir si on est à la bonne place, des scènes de discussion politique parfois. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la vie du train. Le transport amoureux, comme son nom l'indique, c'est soit des belles histoires qui démarrent, soit aussi des ruptures, ou en tout cas des couples qui vont pas très bien et que je me suis amusé à raconter. Et le tic de train est quelque chose que nous avons tous. Moi, mon tic de train personnel, c'est quand je prends un train avant 7h du matin, je mets 3 réveils et je dors pas de la nuit. Il y en a d'autres qui se mettent à leur place et puis regardent toutes les 2-3 minutes si leur valise n'a pas bougé pour voir si elle s'était pas échappée toute seule. Voilà, c'est ça c'est un tic de train. Voilà, donc c'est un peu les trois types de récits que j'ai essayé de raconter dans le livre. Est-ce que à chaque type de train correspond à un type de voyageur? Et pareil sur les horaires, est-ce qu'il y a des voyageurs différents du matin, du soir, de l'après-midi? Alors moi, ce que je trouve assez magique dans le train, et quel qu'il soit, c'est que finalement, c'est un des derniers lieux, comme les stades, où on est tous ensemble, quoi. C'est-à-dire, quelle que soit notre couleur de peau, nos revenus, notre classe sociale, ainsi de suite, on est tous ensemble dans le train. Et je pense qu'on ne prend pas assez conscience de ça. C'est un des derniers lieux où on est tous ensemble, la France entière est dans le train. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Après, effectivement, quand on est dans un TGV de 6h50 qui va de Paris à Marseille, de Paris à Lyon, de Paris à Bordeaux ou même à Bruxelles dans le Thalys, c'est plutôt des CSP+, cadres dynamiques, qui finissent des tableaux Excel à 6h52 parce qu'il y a une présentation à 8h. Et il ne faut vraiment pas les déranger, parce que sinon c'est un vrai problème. Voilà, donc il y a des vraies différences, mais ce que j'ai observé moi dans les différents voyages que j'ai faits, c'est que finalement on est tous un peu partout dans le train, et j'ai trouvé que ce qui était beau, c'était notre humanité, ou nos humanités, nos multitudes qui étaient présentes dans le train, et que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que dans vos récits, il y en a un qui vous a marqué, dans vos voyages, qui vous a le plus touché ou marqué, ou plusieurs? C'est difficile à dire. Il y a une histoire de rencontre amoureuse que j'adore, qui se passe dans un Thalys qui va donc à Bruxelles, où déjà le voyage commence, où il y a deux septuagénaires femmes qui parlent de leurs différents voyages, et en fait elles ont un emploi du temps plus chargé que le Premier ministre de la France. Donc ça c'était assez génial. Après elles se mettent à se raconter des trucs toutes les deux, du dîner qu'elles ont fait avec Gilles, leur chambellan la veille, donc c'est comme ça qu'elles l'appellent. Donc voilà, c'est assez croquignolet. Le voyage déjà était croquignolet. La contrôleuse arrive et elles font des blagues sur l'âge et ainsi de suite et tout ça, donc c'est très marrant. Et puis à ce moment-là, il y a un type qui rentre dans le train, dans la rame, et qui dit bonjour à tous, j'espère que vous allez passer un bon voyage. Et ce type s'assoit à côté d'une fille qui elle est complètement très différente de lui. Lui, c'est un peu le photographe de presse baroudeur, et elle, c'est vraiment une femme qu'on pourrait dire BCBG, voilà, un peu anglaise sur les bords. Et ils se mettent à se parler. Et moi je les écoute. Et en fait, il se passe quelque chose entre eux, quoi. Et c'est sublime, vraiment sublime. Et en fait, en sortant de la gare, je les ai suivis, je les regarde et tout. Et en fait, ils se font un bisou et on ne sait pas ce qui se passe après. Voilà. De ce voyage me plaît beaucoup parce qu'en fait, il dit la possibilité de la rencontre, il dit finalement la possibilité de rentrer en relation avec l'autre. Et je pense que le train, c'est aussi ce moment-là. Si on y prête attention, on peut être soit en introspection en soi-même, vraiment réfléchir sur soi, sur ses chemins de vie, sur tout ça, soit vraiment entrer en relation avec l'autre. Et je pense que quelque part, il y a une forme de sérendipité du train, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous prêts à la rencontre, pour peu qu'on la veuille un petit peu ou réellement. Et c'est ça que je trouve chouette aussi dans le train. C'est pour ça que ce voyage-là me plaît beaucoup. Mais après, chaque voyage en train a une forme de magie quelque part. Je voulais que vous me lisiez un extrait de votre livre sur les trains de nuit que vous avez pris.
Voilà, cette partie-là, de là jusqu'à là, ouais, sans le titre. Ce soir-là, j'ai l'impression d'être un résistant, de faire quelque chose d'inédit et aux antipodes des canons de nos sociétés actuelles. Quelque chose qui me replonge en enfance et qui m'emmène sur les rives de l'onirisme et de cette fascination pour les trains mythiques, Orient Express, Transsibérien, etc. Ce soir-là, je vais prendre un train de nuit pour aller à Toulouse. Donc, je voulais savoir pourquoi vous rentrez en résistance. Parce que, je ne sais plus si je le raconte après mais dans le texte, mais quelques jours avant, j'avais un de mes potes au téléphone comme ça, et je lui raconte un peu ce que je vais faire dans la semaine. C'était un reportage professionnel que j'allais faire à Toulouse, et je lui dis je prends le train de nuit, et il me dit mais t'es complètement fou, pourquoi tu prends le train de nuit pour aller à Toulouse? C'est complètement surréaliste, enfin voilà, pourquoi tu fais ça, tu te fatigues pour rien, enfin bon voilà. Et moi je lui dis non, j'ai envie de prendre le train de nuit, c'est sympa, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu l'impression d'être un résistant, dans le sens aussi où finalement c'est pas quelque chose auquel on pense. Regardez, même cette semaine, pas plus tard que cette semaine, je suis retourné à Toulouse pour faire un autre reportage, et les hasards des emplois du temps des uns et des autres ont fait que j'ai dû prendre l'avion. Et j'ai préféré mon voyage en train de nuit, parce que je suis arrivé à l'aéroport 2 heures avant pour les tests PCR, les contrôles de machin. Il a fallu que j'enlève ma veste, mes chaussures, ma ceinture, ainsi de suite, que finalement je me pose dans le truc qu'on attend, et après il y a deux fois de contrôle de la carte d'identité. Enfin, bon, c'est insupportable. Et en plus, au retour, l'avion avait 4 heures de retard. Bon. Donc, finalement, j'ai préféré mon train de nuit, c'était beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu la raison d'être résistant, c'est qu'on n'y pense pas, en fait. C'est dans ce sens-là que j'utilisais ça. Et est-ce que donc les trains de nuit, il y a une atmosphère totalement différente par rapport aux trains de jour? Dans le style de l'histoire, je trouvais qu'il y avait un style un peu différent, comme si ça se ralentissait. Oui, je trouve que dans le train de nuit, il y a la magie du train et la magie de la nuit. C'est-à-dire la magie du train qu'on connaît tous, dont on a parlé tout à l'heure, et la magie de la nuit, c'est-à-dire qu'on est un petit peu différent la nuit, quoi. C'est-à-dire peut-être on s'autorise à mieux parler avec les gens, peut-être qu'on est un peu plus à l'écoute de ses sensations, de ses sentiments, de ses émotions, et donc moi, ce que j'ai ressenti dans les trains de nuit que j'ai pris, en tout cas, c'est vraiment cette capacité des gens à entrer en discussion les uns avec les autres. Même le contrôleur est beaucoup plus détendu que le contrôleur de la journée. Il y a quelque chose qui se passe la nuit qui fait qu'on est un tout petit peu différent à partir du moment où le jour tombe et où on est dans la nuit. Et je pense que quelque part, ça fait tomber quelques barrières. Et je pense que c'est ça qui se passe aussi dans les trains de nuit. C'est ça que j'ai aimé, en tout cas, dans le train de nuit. Justement, en ce moment, donc on relance des trains de nuit. Il y a le Midnight Trains, il y a un train-hôtel qui veut se mettre en place. On a le Paris-Vienne qui va se mettre à rouler au mois de décembre. Pareil pour le Paris-Tarbes. Et ce qui est étonnant, ils se sont aperçus aussi que donc, tous ces trains, comme que ce soit Amtrak ou Nightjet, mettent en vente des compartiments individuels pour la nuit. Et ce sont les compartiments qui partent tout de suite à la réservation. Du coup, est-ce que ça veut dire que les gens veulent voyager de manière très individuelle, ou est-ce que c'est une manière pour eux de s'octroyer cette part de rêve ou de mythe qu'il y avait autrefois dans les trains de nuit où on était tout seul dans sa voiture avec tout un service? Je pense que c'est pas une réponse de Normand, mais je pense que c'est un peu les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de s'octroyer cette part de magie dont on a parlé déjà, et il y a cette idée aussi de se retrouver seul avec les autres. Je pense Midnight Train, on a fait une interview croisée avec le fondateur de Midnight Trains, et en fait, son approche, elle est de dire on est dans une chambre ou dans un compartiment, quasiment une chambre d'hôtel, tout seul ou avec la personne avec qui on veut, et en revanche on va recréer des espaces de convivialité, que ce soit le restaurant, que ce soit éventuellement un bar, que ce soit, je crois qu'il avait parlé d'une forme de discothèque ou de boîte, ainsi de suite, dansante, voilà. Et je pense qu'il y a cette idée de moi, le train, ça me fait penser à Chet Baker, Alone Together, quoi. C'est-à-dire, on est tout seul, mais on est tous ensemble. Et j'adore cette idée-là. Et je pense que c'est peut-être ça qu'ils sont en train de rechercher avec les trains de nuit, parce que effectivement, le couchette à 4 peut rebuter certains voyageurs. Tu veux poser une question, Barthes?
Non, juste rajouter que moi, effectivement, il me semble que les voyages là où on fait, moi j'ai fait les plus belles expériences du train, c'est celle là où j'ai pu combiner les deux. Ça a une part de solitude et une part de, je sais pas, de convivialité, de rencontre. Et on a souvent plus de doutes sur la part de solitude. Est-ce que je vais réussir à la prendre ou est-ce que je vais être sans cesse gêné par l'autre? C'est peut-être ça aussi qui nous amène à aller plus vers l'individuel. Parce que c'est une peur sans doute un peu idiote, mais parfois il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Vous écrivez dans un chapitre qui s'appelle « Les trains que l'on ne prendra pas ». L'autre pensée qui affleure à ce moment-là, c'est celle de l'envie inassouvie de se tromper de train, de monter dans une rame, de s'apercevoir que ce n'est pas la bonne destination, mais de choisir de se laisser porter, filer vers l'inconnu pour y trouver l'inattendu. Est-ce que c'est votre vision préférée du voyage en train? Je pose même la question à Barthélemy, tous les deux. David? Est-ce que c'est ma vision préférée? Est-ce que vous l'avez fait déjà, ça? Je l'ai fait une fois, ouais. Ah, Je et l'ai fait une fois. vous êtes retrouvé où? Je me suis retrouvé à Bayonne. Et c'était vraiment bien. Et il y avait quelque chose de... C'était pas prévu. Voilà. Et donc même dans la relation à l'autre, aux autres voyageurs, il y a cette idée que comme c'était pas prévu, on s'autorise des choses. On s'autorise à leur parler, on s'autorise à les regarder différemment et à les écouter différemment et ainsi de suite. Et donc il y avait cette dimension-là que j'aime beaucoup, c'est le côté imprévu. Après, dans les trains qu'on prendra pas, c'était aussi, je pense que dans le train, les uns et les autres ont réfléchi beaucoup sur nous-mêmes. C'est ce qu'on disait, c'est la solitude qu'on a chacun dans le train. Et il y a aussi cette dimension de quel chemin on a pris dans nos vies. Est-ce que ce sont les bons chemins? Est-ce qu'on n'a pas des wagons en trop dans nos chemins de vie qu'il faudrait retirer? Et donc il y a aussi cette métaphore-là que je trouve finalement, est-ce qu'il faut prendre les trains qu'on a ratés ou ainsi de suite, ou il faut les regretter, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de se dire c'est un train qu'on prendra pas et tant pis, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'était voilà, ce que j'avais essayé de faire, je crois que c'est la conclusion qui s'appelle comme ça, c'est vraiment de réfléchir autour de cette idée de chemin qu'on a choisi ou pas, ou les chemins sur lesquels on a été porté sans forcément le vouloir. Et ce qui est important de toutes les manières, on le sait tous, hein, je pense que c'est ce que tu as retiré de ton voyage aussi, c'est finalement le résultat, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le chemin et le voyage. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est tout le trajet. Aujourd'hui, on fête les 40 ans du TGV. Et le slogan pour le lancement de cette première liaison était « TGV, gagner du temps sur le temps ». Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait dire plutôt « prenons le temps, prenons le train ». Oui, je pense que cette idée de « prenons le temps, prenons le train » est très intéressante. Et je pense qu'avec le TGV, même si ça a complètement modifié notre façon de voyager, de réfléchir la distance voilà, entre Paris et Marseille, entre Paris Montpellier et ainsi de suite, il y a quelque chose aussi qu'on a oublié, c'est que finalement notre pays il a été aussi construit architecturalement avec ses gares, autour de ses chemins de fer, et le TGV nous fait oublier un peu ça. Enfin, moi il y a quelque chose qui me rend un petit peu nerveux à chaque fois que je suis dans une de ces gares, c'est les gares TGV perdues au milieu de nulle part. Donc vous avez Meuse TGV, Avignon TGV, Montpellier, Sud-de-France, ainsi de suite. Donc dans ces gares, il y a des fauteuils sans dossier. Bon, c'est une nouvelle mode, les fauteuils en bois sans dossier. Voilà. Il n'y a pas de restaurant, pas de café, c'est à peine si vous pouvez acheter un journal. Et en fait, je comprends l'idée de dire on va mettre une gare un peu plus loin pour désengorger le centre-ville. Mais en fait, le but d'une gare, c'est d'être dans un centre-ville. C'est l'atout principal des gares, c'est d'être dans les centres-villes. Donc je ne comprends pas qu'on se dise finalement, on va les mettre ailleurs. Donc il y a quelque chose comme ça qu'on a oublié avec cette dimension du TGV. Donc mon propos, c'est pas de dire le TGV c'est mal et ainsi de suite. C'est plus de se dire réfléchissons aussi à ce que ça voulait dire d'avoir des trains qui arrivaient dans les centres-villes, en quoi c'était pratique, pourquoi c'était bien, et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est un peu perdu avec ça. Mais qui est une complémentarité entre le TGV, ce qu'on appelle aussi les petites lignes, enfin tous les trains qui doivent combler un peu les voyages pour tout le monde.
Je vais revenir à toi, Barthélemy, pour quand on part dans un voyage comme le tien pour le transsibérien, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, ne pas oublier? Il faut, moi je dirais dans les choses hyper importantes, c'est vraiment dans le technique, c'est trouver des moyens de se reposer. Parce qu'un voyage c'est fatigant. À mon avis, la chose qui fatigue le plus, c'est le bruit. Et donc c'est bête, mais les boules qui est ou les écouteurs anti-bruit, c'est quand même vachement bien. Et il y a autre chose qui est vachement importante, c'est la musique silencieuse. Une musique qu'on peut écouter sans faire d'effort, qui crée aussi un peu de silence, qui apaise et ça apporte vachement. Bon, après, on a le droit à tous les types de musique et celles qui ne sont pas silencieuses du tout aussi, du moment qu'on la garde pour ça. Mais il y a ça. Et puis, et les bouquins, le choix des bouquins, c'est important, je pense. Quand on prend un train long sur plusieurs jours, quand on voyage vraiment sur plusieurs jours, à mon avis, il faut avoir 2 bouquins. Il faut avoir un gros pavé de la littérature, parce que sinon, on ne le lira jamais. Si vous prenez le transsibérien et que vous ne lisez pas un Dostoïevski ou un Tolstoï, il faut au moins essayer. Moi, ça a été Anna Karénine. Je l'ai commencé au tout début, vraiment en rentrant. Je me suis dit, allez, j'ouvre Anna Karénine. Je me l'étais gardé pour ce moment-là. Et je n'ai pas réussi à le finir. Je l'ai fini, il me restait quelques pages. On m'a mis dehors du train. Je l'ai fini sous le quai de la gare sous un réverbère. Enfin voilà, un bouquin qu'on a vraiment envie de lire, qu'on ne lira jamais sinon. Et puis pareil, un bouquin qui se lit hyper facilement. Un truc reposant qui se lit d'un coup, qu'on peut lire sans s'arrêter, quelque chose, je sais pas, comme Sur la route de Jack Kerouac, un truc qui se lit tout seul. Ça, c'est génial. Et puis, 1 ou 2 films, ça fait quand même du bien. Si possible, un film mythique sur le train aussi, c'est pas mal. Et un carnet, un stylo, indispensable. Il faut jamais partir sur un carnet, sans un carnet, un stylo. Et puis le carnet pas trop gros. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé au bout d'un crayon à papier. Enfin, moi, hier, je suis arrivé pour la première fois au bout d'une petite fiole de gel hydroalcoolique. C'était ma première fois en 20 ans de voyage. J'étais hyper fier de moi. Arriver au bout d'un carnet, c'est génial aussi. Donc, il vaut mieux en avoir plusieurs petits, mais un truc qui se glisse dans une poche et surtout qu'on a le temps de finir sans se mettre la pression. Enfin, faut arriver à se récompenser. Et David, votre conseil de lecture dans le trajet un peu du quotidien ou train de nuit? Dans un train de nuit, qu'est-ce qu'il faut lire? La modification de Michel Butor. Voilà, moi, c'est un des bouquins qui m'a aussi qui a travaillé mon imaginaire du train. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui part sur un Paris-Rome et il va à Rome pour rejoindre sa maîtresse et pendant le voyage, il doit choisir s'il va rester à Rome, habiter à Rome et refaire sa vie ou au contraire s'il va revenir. Voire, troisième possibilité, s'il va revenir avec sa maîtresse à Paris. Bon, ça, c'était la troisième possibilité qu'il envisage pas vraiment. Mais en tout cas, les 2 possibilités sont là. Et en fait, c'est une introspection. Là, il est vraiment dans l'introspection. Et en même temps, il est aussi dans l'observation des autres voyageurs. Et il essaye de leur inventer des vies. Il se dit, est-ce qu'ils sont aussi lâches que moi, aussi indécis que moi, et ainsi de suite. Et il y a une vraie relation entre lui et eux à travers ce qu'il imagine d'eux. Et à travers les détails. Et voilà, moi, ça m'a inspiré pour le bouquin, parce que dans le bouquin, il y a cette idée que dans tous les petits détails de nos quotidiens, de la façon dont on est dans le train, dans nos réactions de train, je pense que ça dit beaucoup aussi de ce qu'on est en tant qu'humanité. Et surtout, ça dit une chose très très forte, c'est que on est bien plus similaires les uns les autres que ce qu'on pense. Et donc, quelque part, c'est un terrain d'entente fantastique, le train. Donc, La modification de Michel Butor, c'est un bouquin, si vous aimez le train et que vous allez aimer, je pense. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voulais savoir si vous avez des questions à poser à David Medioni ou à Barthélemy sur leur voyage. Allez-y. Tu donnes...
on trépigne, et puis petit à petit, on se parle, et d'un seul coup, le silence s'installe. Le silence aussi, tu disais, c'est très bruyant finalement les trains. Et quand le train s'arrête, eh bien, il se passe, on est dans un autre univers, on ne bouge plus, on n'entend plus le bruit de la machine, le bruit des rails, tac, 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 des bogies. Enfin bon, c'est aussi un moment tout à fait particulier. Ouais, je suis complètement d'accord. Dans le bouquin, il y a un récit qui s'appelle On se croirait sur le Titanic et qui raconte un incident de train, un caténaire qui tombe, le train qui s'arrête, le train qui doit être vidé des voyageurs qui vont être amenés dans des bus pour être amenés à une autre gare, qui ensuite vont prendre des taxis pour aller à une autre gare. Et là, effectivement, il y a de l'énervement, il y a les petits arrangements des uns et des autres pour passer devant, pour aller dans le premier bus et pas dans le deuxième bus. Et puis il y a aussi effectivement la résignation et le silence, comme vous disiez. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord, il y a vraiment ça dans le train aussi. Ouais, et puis le silence est vraiment intéressant quand on ne sait pas. On n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe et on peut repartir dans une minute comme on ne sait pas. Et du coup, on se demande assez rapidement, on est assez rapidement contraint au risque de s'affronter à l'autre, c'est-à-dire de discuter avec l'autre en disant ouais, si on est là pour 5 minutes, on va échanger quelques mots, si on est là pour 3 heures, ça risque de durer longtemps, mais à la fin, on va pas rester 3 heures en silence, à l'arrêt, les uns à côté des autres. Donc il va falloir prendre le risque de l'autre, et c'est vrai que c'est des moments assez intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, je voulais connaître la suite de vos actualités ferroviaires. Est-ce qu'il y a d'autres voyages, d'autres écrits ? Moi, j'ai toujours un carnet de voyage qui reste dans un tiroir que je ressors de temps en temps, puis je le remets dans le tiroir. On verra bien s'il sort un jour. Et non, en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que je prends beaucoup moins le train. Mais j'habite pas loin d'une ligne de train. Alors, de temps en temps, je les entends, je les vois passer. Je vais me balader le long de la ligne de train. Ça me remonte un peu le moral en me demandant jusqu'à ce que j'ai enfin un nouveau voyage à faire. Prendre le train juste pour le train, c'est un peu triste. Il faut avoir... Le carnet de voyage sera prêt pour le festival Déraillez-vous 2022, alors. Allez, on va essayer. Moi, je prends toujours beaucoup le train pour les différents reportages, donc je continue de prendre des notes et de consigner des choses dans des carnets ou sur un ordinateur ou sur le téléphone quand j'ai pas de carnet. Je tanne mon éditeur, mais pour l'instant, il n'est pas hyper chaud pour faire les grandes lignes, genre l'Orient Express, ainsi de suite, et raconter tout ça. Mais bon, il y a une petite question de budget où on n'est pas encore tout à fait d'accord. Voilà. Et ce bouquin pourrait avoir une suite de fiction qui se passerait dans un train. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. Donc la suite du programme, il y a François Schutten qui doit venir présenter Train World. Et puis, donc, vous pourrez échanger aussi avec Barthélemy, si vous voulez prendre le Transsibérien. Et David Medioni, vous pouvez le retrouver au stand des illustratrices et des auteurs, où vous pourrez vous procurer de son ouvrage et il pourra vous le dédicacer. Voilà. Donc, merci à tous et merci encore pour votre présentation.